le numérique offre d'innombrables opportunités. Par exemple, une accessibilité accrue, optimisation des ressources, amélioration des processus décisionnels et collaboration mondiale facilitée. À titre toutefois, il convient de rappeler qu'il s'agit également d'un secteur extrêmement énergivore. Luc l'a mentionné tout à l'heure, on consomme de l'ordre de 5% de l'électricité mondiale avec une augmentation de 6,2% entre 2015 et 2019 et environ de 3 à 4% des émissions mondiales de GES avec une augmentation de 6% de 2021 et pourrait grimper davantage jusqu'à 9% en 2025. Bien sûr, on n'oublie pas les accumulations des déchets électroniques au-dessus de ça. On doit comprendre qu'il y a un effet de rebond énergétique, qu'il soit direct ou indirect. Nous, à titre informatif, ces chiffres proviennent de l'avis du CEST, la Commission sur l'éthique des sciences et de la technologie, publié à l'automne. Cet avis expose les faits et définit un cadre d'analyse pour appréhender les enjeux énergétiques du numérique. Je reviendrai à la fin de cet exposé avec d'amples informations. Nous allons maintenant explorer ces pistes dans la prochaine diapositive. Donc, comment construire un numérique responsable? Non, l'avant-dernière, José. La dernière. Non, celle d'avant. Celle d'avant. Celle d'avant. Non, la prochaine. Voilà. La prochaine. La prochaine. La prochaine. Voilà. Donc, c'est comment construire un numérique responsable. Donc, construire un numérique responsable passe par un changement profond de nos infrastructures, de nos habitudes et de nos technologies. Il ne suffit pas de compenser la consommation du numérique par des énergies renouvelables. Il faut agir sur toute la chaîne de valeur en intégrant des solutions techniques, économiques et comportementales. Donc, par exemple, des bonnes actions pour construire ce numérique responsable, on peut penser à la virtualisation. Donc, on peut penser au cloud, mais qu'il soit éco-conçu et éco-responsable, éco-conception des infrastructures et des logiciels. Et donc, comme mentionné tout à l'heure, Luc, on parlait de l'électronique durable, allongement de la durée de vie des équipements, sensibilisation, et ça, c'est le moteur justement de cette transformation, la sensibilisation à la sobriété numérique, et puis bien sûr, l'élément central pour mettre de ça une réalité, c'est l'encadrement par des politiques publiques. Ceci permet justement de transformer le numérique en levier durable. Pour aller plus loin, Guillaume présentera un cadre d'évaluation mettant en avant des indicateurs, leur genèse, qui nous guideront vers une transition numérique plus sobre et plus responsable. Mais avant de lui céder la parole, je tiens à adresser mes remerciements sincères à l'équipe du CIROD qui a joué un rôle essentiel dans l'élaboration de cette réflexion. Un merci particulier à Hassana Zain, Géraldine Angulo-Marcano et Guillaume Bourgeois pour leur engagement et leur précieuse contribution. À toi l'antenne, Guillaume. Merci beaucoup, Mohamed. Donc, comme on peut dire par rapport à ce que tu viens de présenter, les nouvelles catégories d'indicateurs sont essentielles pour mesurer l'innovation numérique et son impact. Les indicateurs proposés aujourd'hui prolongent la dynamique initiée lors du grand rendez-vous de l'innovation québécoise, organisé par le Conseil de l'innovation du Québec, sous l'égide du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Cet événement a contribué à l'élaboration de la stratégie québécoise d'innovation, axée sur le développement durable. Le CIROD, ainsi, en collaboration avec Uranus et Ecotech Québec, y avait animé un forum sur le numérique responsable et le changement climatique, structuré autour de 3 ateliers: numérique durable, adaptation et technologie verte. L'événement rassemblait plusieurs centaines de participants. Et en juin 2022, le lancement de la version bêta du baromètre de l'innovation du Québec a marqué une avancée, établissant les premiers indicateurs sur le climat et le numérique. Aujourd'hui, la nouvelle version du baromètre reflète ainsi cette évolution avec des catégories et indicateurs affinés. Ainsi, pour mieux comprendre les impacts du numérique et guider nos actions, 3 grandes catégories d'indicateurs ont été définies.
La première catégorie, la durabilité, met l'accent sur des enjeux comme le recyclage. Non, diapo d'abord. Merci. Des équipements électroniques et la réduction des déchets. On s'intéresse aussi à l'économie circulaire. Ensuite, il y a l'optimisation des infrastructures qui vise à améliorer l'efficacité énergétique des télécommunications et des centres de données. Et enfin, l'intégration sociétale qui se concentre sur des aspects humains, comme par exemple engager l'adoption de pratiques numériques responsables et de promouvoir la littératie numérique. Ça permet de rendre ces technologies accessibles à tous, tout en favorisant une société plus inclusive et informée. Diapo suivante. Pour commencer, la première catégorie traite de la durabilité numérique, essentielle à la transition écologique. Elle a comme objectif de réduire l'impact environnemental des équipements électroniques en améliorant leur circularité. Diapo suivante. En premier lieu, pardon, abordons la circularité de ces équipements. En 2020, les Canadiens ont produit près d'1 million de tonnes de déchets électroniques, un chiffre pouvant atteindre 1,2 million d'ici 2030. Au Québec, la récupération de déchets électroniques stagne, comme on peut le voir sur le graphique, signalant un besoin urgent d'améliorer la gestion des déchets, comme le démontre la mission de l'organisation Incertec. Pour y parvenir, des données précises sont essentielles, comme par exemple mesurer la masse des déchets collectés pour réemploi ou recyclage, ce qui permettra d'évaluer les progrès et d'optimiser les actions pour réduire leur impact environnemental et ainsi intégrer l'économie circulaire dans nos pratiques numériques, qui devient ainsi une responsabilité collective. Diapo suivante. Passons à l'optimisation des infrastructures numériques. L'objectif étant de maximiser l'efficacité énergétique des télécommunications et des centres de données, tout en réduisant leur empreinte carbone. Ces infrastructures étant énergivores et source importante d'émissions de gaz à effet de serre. Diapo suivante. Le secteur des télécommunications étant un pilier de l'économie numérique au Québec. Ainsi, en 2023, il y a 272 entreprises, 27 200 emplois et 13,37 milliards de dollars de recettes. Il joue un rôle stratégique. Toutefois, ce développement soulève une question importante. Quel est son coût énergétique? On peut citer d'autres secteurs concernés par cette problématique énergétique, comme l'aluminium ou le secteur manufacturier. Les infrastructures consomment une énergie considérable et ainsi, pour agir efficacement, il nous est essentiel de mesurer précisément cet impact à travers 4 indicateurs. Le volume total d'énergie consommée par les infrastructures, la part de cette consommation dans le mix énergétique global, l'énergie utilisée par million de dollars de PIB ou par terabyte de données transmises. Ces données permettront ainsi d'évaluer l'efficacité énergétique et ainsi de nous orienter plus tard. Diapo suivante. Ensuite, il y a les centres de données. Piliers du numérique qui consomment annuellement 663 gigawattheures d'électricité au Québec, soit l'équivalent de 40 000 foyers québécois. Avec un impact énergétique mondial projeté entre 8 et 21% de la demande électrique d'ici 2030, cette situation appelle à une innovation urgente pour améliorer à la fois une efficacité énergétique et réduire cette empreinte écologique. Le Québec, grâce à son hydroélectricité propre et abordable, peut concilier innovation et responsabilité écologique. Cela nécessite des pratiques prioritaires telles que l'optimisation des systèmes et le recours à des solutions éco-énergétiques. Et donc, ainsi, pour maîtriser cette consommation, il nous faut analyser ces indicateurs clés qui sont la consommation totale des centres de données, la part de ces centres de données dans l'énergie globale et l'efficacité énergétique par unité de données. La troisième catégorie s'intéresse à l'intégration sociétale du numérique responsable au sein de la société québécoise. L'objectif étant de comprendre comment ces pratiques sont adoptées et mises en œuvre. Ainsi, diapo suivante, l'adoption des équipements numériques reflète l'intégration du numérique dans notre quotidien. Au Québec, on peut citer 80% des citoyens qui utilisent un téléphone intelligent. Cela souligne l'omniprésence de ces appareils et la nécessité d'en prolonger la durée de vie. Le reconditionnement offre ainsi une solution clé pour réduire les déchets électroniques, répondant aux besoins des consommateurs d'avoir des produits moins onéreux et tout en soutenant une économie circulaire. Encourager le reconditionnement permet ainsi de limiter l'impact environnemental et de répondre aux attentes croissantes en matière de durabilité. Diapo suivante. De même, dans une société toujours plus digitalisée, la littératie numérique est essentielle pour s'adapter et contribuer dans un monde toujours plus digitalisé. Pourtant, au Québec, dans une étude, le PK, qui avait pour but de mesurer la littératie numérique de ses participants,
17% des participants n'ont pas pu participer ou voulu participer au volet technologique de cette étude. Cela relève un défi majeur d'inclusion numérique. L'accès inégal au numérique exclut donc ceux qui ne maîtrisent pas ces outils, limitant leur accès aux différents services et à l'information et à la vie sociale et économique qui en découle. La littératie numérique dépasse ainsi donc l'utilisation basique de ces technologies et inclut des compétences comme la recherche d'informations fiables, l'évaluation des sources et l'usage éthique de ces outils. Et donc, pour relever ces défis, il faut effectuer de la sensibilisation auprès du maximum de monde. Dans un dernier temps, diapo suivante. Au Québec, la transition numérique est une priorité stratégique pour les entreprises, avec 94% des PME qui la considèrent comme essentielle à moyen terme et 78% de ces PME qui ont amorcé déjà un virage. Un fort potentiel pour intégrer des pratiques numériques responsables. Pour mesurer la maturité numérique grâce à des indicateurs précis, il est donc crucial pour suivre les progrès et orienter efficacement ces solutions, l'objectif étant de mesurer pour agir et guider les transformations à tous les niveaux de la société. Pour conclure, diapo suivant. Les indicateurs jouent donc un rôle clé dans la mesure, l'évaluation et l'action face à l'impact du numérique. Un exemple concret est l'outil de mesure du SI développé par le CIROD qui permet d'identifier les pistes d'amélioration et d'ainsi guider les décisions stratégiques. 3 axes prioritaires se dégagent ainsi. Améliorer la durabilité en misant sur l'économie circulaire et en réduisant les déchets électroniques, optimiser les infrastructures numériques et renforcer l'intégration sociétale pour aller vers une transformation numérique responsable pour ainsi encourager les bonnes pratiques, développer des solutions innovantes et assurer un suivi et une adaptation continue, avec comme prochaine étape la collaboration avec les acteurs du numérique pour affiner et améliorer ces indicateurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, je vais maintenant redonner la parole à Mohamed pour continuer cette présentation. Donc, indicateurs et avis du CES. Donc, merci beaucoup, Guillaume. Et comme promis, je reviens sur l'information par rapport à la Commission d'éthique en sciences et en technologie, le CEST, qui a publié l'avis intitulé Regard éthique sur les effets environnementaux des technologies numériques au Québec, l'impératif de la sobriété numérique, de 100 pages mettant en lumière des enjeux environnementaux et éthiques associés aux technologies numériques. Cet avis propose 16 recommandations, comme vous les voyez sur la colonne du milieu, donc regroupées en 4 grandes orientations pour guider l'action collective vers une sobriété numérique visant à ce que les technologies numériques apportent de réels bénéfices environnementaux et sociaux. Donc, comme vous voyez, vous avez la sobriété numérique. J'ai essayé de condenser ici les noms par rapport aux grandes orientations. La sobriété numérique avec 3 recommandations. La transparence par rapport aux données, c'est avec 2 recommandations. La responsabilité politique avec 6 recommandations. Ça montre un petit peu l'avis pour justement engager davantage le gouvernement. Et puis la sensibilisation avec 5 recommandations. Ce qu'on retient de cet avis-là, c'est ces orientations. Ce qu'on retient par rapport aux indicateurs qu'on a développés au CIROD avec la collaboration du Conseil d'innovation du Québec pour mesurer le numérique responsable, on a proposé ces indicateurs, comme disait Luc, à la genèse et comment ils sont reliés. On voit bien justement la relation de ces indicateurs, comment ils s'intègrent parfaitement avec les orientations et ces avis scientifiques justement qui émanent de ce comité d'experts externes et internes à la commission. Donc, les indicateurs présentés par Guillaume illustrent clairement la convergence entre nos initiatives et les orientations du CES. Cependant, nous reconnaissons la nécessité de développer de nouveaux indicateurs pour couvrir l'ensemble des 16 recommandations, reflétant ainsi notre engagement continu à améliorer nos outils d'évaluation et à renforcer notre contribution à un numérique durable. En conclusion, le CIROD est fier de contribuer au baromètre du Conseil d'innovation du Québec et à l'avancement de ses recommandations avec le CEST. J'invite chacun à en prendre connaissance et à y apporter sa contribution pour accélérer la transition vers un numérique durable et responsable. Merci. Merci beaucoup, M. Cherrier.
Alors, nous allons enfin passer à la période de questions. N'oubliez pas que puisque nous n'ouvrirons pas les micros pendant la prise de questions, veuillez l'écrire dans le clavardage pour que nous puissions y répondre. D'ailleurs, nous tenons encore à nous excuser pour le contretemps et pour le bug qu'il y a eu avec la plateforme Teams, qui a fait que plusieurs d'entre vous n'avaient pas pu vous connecter avant 11h35. Comme je disais tout à l'heure dans le chat, le rapport sera disponible par courriel au cours de l'après-midi. Donc, vous allez avoir accès à toutes les données qui ont été discutées au cours du webinaire, même pendant les premières 5 minutes que vous avez manquées. Évidemment aussi que la rediffusion sera disponible au cours des prochains jours aussi. Alors, pour la période des questions, voyons. Nous avons une question de Saraouri Bouziane. Je suis désolée si j'ai mal prononcé votre nom. Pourriez-vous, s'il vous plaît, expliquer un peu plus comment sont recyclés les déchets électroniques au Québec et au Canada et quel est l'impact sur l'environnement s'il existe des évaluations exhaustives? Alors, là-dessus, on s'est basé sur les données de l'ARPE, j'espère que je vais bien le prononcer, Québec, qui en fait s'occupe au niveau québécois de tout ce qui est récupération de déchets électroniques et numériques et publie à peu près tous les ans un avis sur les déchets totaux qui ont été récupérés au Québec. Et donc actuellement, c'est la donnée qu'on a par rapport à ça. Sachant qu'il y a beaucoup de déchets pour lesquels qui ne sont pas récupérés et donc qui vont directement dans le circuit, j'allais dire, où on ne peut pas les compter en fait. Donc globalement, en fait, cet impact de l'environnement, il est très difficile à pouvoir quantifier, mais on a ces données de l'ARPE qui nous permettent de voir un petit peu que actuellement la récupération stagne, même depuis après la crise Covid. Il n'y a pas eu de nette amélioration en termes d'augmentation. Super, merci beaucoup. Prochaine question nous vient de Stéphanie Vallée. Comment comptez-vous en venir à la production de nouveaux indicateurs et dans quels échéanciers s'il y a lieu? Alors ça, c'est via des outils. On a besoin d'outils. Aujourd'hui, on a, j'allais dire, un grand manque de données au niveau québécois. Je citais à la fin de la présentation l'exemple de notre plateforme, par exemple, au sein du CIROT, qui nous permet de mesurer les impacts environnementaux à la fois quantitatifs et qualitatifs au niveau du système d'information. Mais il y a aussi beaucoup d'autres outils pour la sensibilisation. Je pourrais, par exemple, donner la fraise du numérique, qui est aussi un outil. Donc, en fait, c'est via une collaboration une panoplie d'outils qu'on pourra créer ces données et ainsi nous guider dans ces indicateurs-là. Parfait. Peut-être, peut-être Oui, Aude, si je peux me permettre juste d'ajouter, merci Guillaume pour la réponse. C'est juste dire tout simplement par rapport à la question, c'est quoi l'échéancier et comment s'y prendre. Euh, la notion pour répondre à cette question, il y a une notion d'engagement, surtout politique. Donc, si le politique public suit, et c'est ce que la vie, justement, euh, préconise, justement, qu'il y a un accompagnement, il y a un engagement du politique. S'il y a ça, ça va s'accélérer parce que tout simplement, il faut avoir des moyens. Les indicateurs, le CEROD, c'est pas suffisant pour mettre tous les indicateurs et surtout avec le baromètre et avec le CEQ. Donc, il y a tout simplement, il va falloir s'y mettre pour avoir un ensemble qui permet justement d'ouvrir la voie et après, tout simplement travailler sérieusement sur la question. merci Luc, beaucoup. Luc, si tu veux sauter sur l'occasion. Ben oui, parce que aussi, c'est une question de données disponibles, de données de perspectives prioritaires. On réalise là, qu'avec 3 types d'indicateurs, donc le taux de recyclabilité, recyclage, l'efficacité énergétique, donc les infrastructures, et la sensibilisation, ben, on ne couvre pas tout le terrain. Déjà, on couvre beaucoup, comme Guillaume vient de l'expliquer. D'autres outils pourraient être ajoutés, mais
si on arrive à utiliser ceux-là, puis à avoir déjà des données qui permettent de comprendre qu'est-ce qui se passe sur ces 3 fronts-là, c'est déjà beaucoup. Puis ça amène la question suivante que je vois dans le chat, qui est, est-ce que vous allez prioriser certains secteurs? Mais prioriser ou en fait faire l'analyse par secteur. C'est vraiment là que c'est intéressant par secteur, par région. Quand on se compare, on voit si on est en avance ou on traîne la patte. Est-ce que ça évolue dans la bonne direction, comme je le disais au début? Et oui, de le faire, cette analyse par secteur, de la faire par région, mais aussi de comparer les secteurs ou le même secteur dans différentes régions pour voir comment la différence se fait. C'est vraiment porteur et absolument, on a l'intention de faire ça. Super, merci beaucoup pour les précisions. Petite question d'un utilisateur inconnu. Comment est-ce qu'on peut, est-ce qu'une organisation peut s'assurer que sa solution numérique, logiciel cloud de commerce en ligne, par exemple, respecte les critères de numérique responsable et comment faire le bon choix? Très bonne question. Guillaume, tu veux aller avec l'outil maturité numérique? On a l'outil Digipact au sein du CIROD, en fait, qui en fait, nous permet de mesurer à la fois de façon quantitative et qualitative son empreinte environnementale au niveau système d'information. Et en fait, on fournit un rapport qui permet d'avoir de façon multicritère, en fait, et via des scores pour la partie maturité, un état des lieux, en fait, de son empreinte actuelle au niveau de son organisation. Et on peut ensuite un petit peu voir où est-ce qu'on peut s'améliorer, voir où sont les gaps d'amélioration. Et à partir de là, on peut créer ce qu'on appelle une stratégie numérique responsable au sein de l'organisation pour ensuite la dupliquer à tous les secteurs, en fait, à tous les, je vais dire, Organisation. toutes les organisations et toutes les parties de l'organisation, donc les ressources humaines, les achats, l'équipe informatique. Voilà. Mais c'est un outil, c'est notre outil. Il en existe beaucoup d'autres, mais c'est comme on disait tout à l'heure, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une panoplie d'outils pour vraiment proposer aux organisations le maximum d'options afin de pouvoir se mesurer et ainsi améliorer, j'allais dire, son empreinte écologique. Super, merci beaucoup, M. Bourgeois. Et c'est ce qui va mettre fin au webinaire puisqu'il ne reste qu'une minute, malheureusement. Et je vois qu'il y a encore beaucoup de questions dans le chat, mais comme il ne reste que 2 minutes, on ne pourra pas toutes y répondre. Je vous invite quand même à nous écrire ou à nous recontacter pour pouvoir poser vos questions et qu'on puisse y répondre de manière adéquate. Et on vous invite aussi à consulter le rapport que vous recevrez au cours de l'après-midi par courriel. Peut-être que certaines de vos réponses seront répondues à la lecture de ce beau rapport créé en collaboration entre le baromètre et le CIROD. Je vous remercie tous et toutes d'avoir participé en si grand nombre au webinaire aujourd'hui. Merci également à nos présentateurs pour le travail de qualité, pour la discussion enrichissante qu'on a eue aujourd'hui. Encore une fois, la rediffusion sera disponible gratuitement au cours des prochains jours sur YouTube et on s'excuse encore pour le petit contretemps tout à l'heure. Si ce n'est pas déjà fait, on vous invite à vous inscrire dès aujourd'hui à nos prochains webinaires de l'hiver sur le site du Conseil de l'innovation. Notre prochain webinaire, d'ailleurs, aura lieu le 20 mars à 11h30 et portera sur les nouveaux outils d'intelligence artificielle au Conseil. Ce webinaire-là va mettre en vedette, d'ailleurs, Anne Nguyen, notre directrice responsable de l'IA. On vous invite également à nous suivre sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook et X, et à vous abonner gratuitement à toutes nos infolettes pour rester à l'affût des dernières actualités en innovation au Québec. Merci beaucoup et au plaisir de vous revoir lors de notre prochain webinaire le 20 mars.